la présentation de personnages emblématiques de l'histoire de Joyeuse me semblait tout à fait correspondre à mon idée selon laquelle l'histoire n'est pas qu'une présentation figée du patrimoine. Il n'y a certainement jamais eu de Gavroche à Joyeuse et pour cause, c'est quand même l'emblème du Parisien, le Gavroche, mais c'est un personnage qui me permet d'être proche de mon public. Vous vous trouvez sur la place de la Grand Fond. Et oui, Grand Fond, c'est-à-dire la fontaine. Et oui, Joyeuse que vous voyez là-haut, construite sur un éperon rocheux, encadré par 2 cours d'eau, et pas n'importe lesquels, s'il vous plaît. Ici, la rivière de la Baume. Là-bas, de l'autre côté, le ruisseau du Bourdary. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi il pouvait bien servir. Alors ici, vous vous trouvez dans le quartier industriel, par définition. Vous voyez ici ce bâtiment? Eh bien, c'était la filature. Et là-haut, vous voyez les ouvertures en œil de bœuf? Eh bien, c'est là que dormaient les petites demoiselles qui venaient travailler en semaine pour ramener quelques menus monnaies à la famille dans les villages alentours. Cette cheminée que vous voyez, c'est le vestige de l'usine hydroélectrique. Eh oui, on a tiré parti de ce cours d'eau. Alors venez, suivez-moi et observez que la place de la Grand Fond est aujourd'hui bordée de platanes. Mais jusqu'au milieu du 19e siècle, elle était bordée d'acacias. Pourquoi, à votre avis? Tout à fait, monsieur, oui. L'acacia, c'est l'arbre symbolique de la franc-maçonnerie. Et nous avons eu un maire à Joyeuse qui appartenait à la loge franc-maçonnique qui était établie. Et donc, il avait fait implanter tout du long de cette allée des acacias. Suivez-moi. Oui. Avant de gravir la calade que vous voyez ici, je vous indique qu'un petit peu plus loin, par ce chemin, eh bien, il y avait un lavoir, un beau lavoir tout en pierre. Il y en a encore un très beau auvence que vous pouvez toujours admirer. Nous en avions un similaire ici. Bon, il n'existe plus. Alors, je vais vous demander de faire un petit effort. Quand nous allons remonter cette calade, je vais vous demander de vous imaginer avec moult jupons, des seaux d'eau et des baquets de linge, mouillés s'il vous plaît, puisque revenant du lavoir, parce que imaginez-vous bien que jusqu'au milieu du 19e siècle, Joyeuse n'était pas alimentée en eau potable. Et donc tous les jours, les femmes descendaient pour aller chercher de l'eau. Et du coup, en même temps, elles allaient laver leur linge. Et qu'est-ce qu'elle portait sur la tête? Un tchassao. Un tchassao. Oh. Ça peut me déconner. Moi, j'en ai pas. Oui, c'est bien. Que serions-nous sans le passé? Faut pas oublier. Qui oublie sa mémoire bégaye. C'est le grand honneur de vous présenter Monsieur Aimable. Bonsoir, monsieur, dame. Enfin, bonjour, on peut se journée. Alors, vous quittez donc jamais ce casque?
Mon casque, jamais, messieurs, dames, je lui dois la vie. Elle fut terrible, cette guerre. Vous pouvez pas vous imaginer. Je suis né dans un petit village entre Rosières et La Baume. Chapias, pour ceux qui connaissent. Nous sommes tous partis à la guerre, tous les hommes du village. Pas un, enfin, pas un sauf un. Il n'était pas vraiment tout à fait dans son état. Enfin, on se remet. Enfin, je vous raconte des choses bien tristes. Vous venez visiter le vieux Joyeuse. Ben oui, tout à fait. Racontez-nous plutôt... Parce que vous vous plaignez là, mais il était beau votre pays. Ah, beau. Si vous l'aviez connu comme je l'ai connu du temps de ces mômes là qu'on voit courir dans les rues, là vous auriez dit qu'il était beau. C'était des terrasses, des failles, de partout, entretenues, propres, avec des forêts de vignes, enfin des champs de vignes, des forêts d'arbres, de mûriers. C'était beau. Maintenant, c'est des pins partout, des pins à droite, à gauche, ça pousse, des pins. Et puis la châtaignerie est malade. Non. Et les maisons s'abandonnent, il y a des ruines partout. Non. Écoutez, quand même, à Joyeuse, on a toujours su s'amuser. Vous oubliez tous ces beaux cafés qu'on avait. Ça, c'était du temps où il n'y avait pas la télévision. Il y avait 54 cafés, messieurs, dames, à Joyeuse. Dont une quinzaine sur la place de la Grand-Fond. Tenez-vous bien. Il en reste 2 là. Hein, oui. Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'étais môme, entre le café de la Grand-Fond et celui des Platanes, il y avait les week-ends des concours de valse. Et alors, il fallait les voir, ces employés du textile, tourner sur les tables des cafés, vous savez, les guéridons, là. Ben, c'était leur piste de danse, hein, ils se mettaient en couple, là, ils tournaient. Fallait pas faire un seul faux pas, je peux vous dire. Hein. Et puis, ben voilà, il y avait de l'ambiance. C'était autre chose. Parlez-nous donc du chemin des soupirs. Ah, le chemin des soupirs, oui. Oh. C'était le nom qu'on donnait au chemin qui longeait la filature. Parce qu'évidemment, la filature, c'était des dames, des demoiselles qui travaillaient. D'ailleurs, elles dormaient sur place, il y avait un dortoir. Tout ça, bon. Et donc, en fin de travail, pour celles qui sortaient, il y avait les soupirants qui attendaient. Et puis, le long du chemin, le long de la rivière, on en entendait les soupirs. Et donc, voilà, le chemin des soupirs. L'histoire ancienne, tout ça. Maintenant, plus de filature, plus de soupirs. Ouais, mais... faut quand même dire à tous ces gens-là que Joyeuse, c'est une ville pas comme les autres. Hein. Ah, c'est vrai. Joyeuse est une ville unique. Elle est unique en plusieurs points. Ah, en plein de points. Faut savoir que c'est la première ville de France à avoir été alimentée en électricité. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, vous savez, à l'époque, du temps de mes parents, bien sûr, hein, mais c'était, grands-parents même, c'était le début de l'électricité. Alors, il y avait une usine, qui en reste la cheminée, là-bas. On l'appelait l'usine électrique. Bon. Et alors, le soir, à 19h, l'usine se mettait en marche. Voilà. Et on avait droit à une ampoule par habitation. Pas d'interrupteur. Hein. Il fallait éteindre, on dévissait l'ampoule. Et donc, à 19h, l'éclairage s'allumait dans toutes les maisons. Et à 22h, hop, ça s'éteignait. Voilà, c'était une sorte d'éclairage public, bon, dans les maisons, quoi. Enfin, bon, rien à voir avec le confort d'aujourd'hui. Ouais. Et parlez-nous donc du petit train. Ah, le train. Oh, c'est un bien grand mot. C'était une sorte de tramway qui reliait les villages entre eux de l'Ardèche méridionale. Au Benat, Vaugué, on parlait de l'étoile de Vaugué. Alors, ce train en question, la première génération du train était à vapeur. Et alors, quand ils attaquaient la montée devant la gare de Champion... Ah, maintenant, ce que vous appelez Champion. Champion, c'était une gare. Et donc, cette gare, qui était en fait un peu une gare de triage, quand le train attaquait la montée, à partir de ce que vous appelez maintenant Champion, eh bien, s'il y avait trop de monde à bord du train, le train patinait. Alors, il fallait descendre, on descendait du train, et puis on le reprenait un peu hauteur devant chez Cellier, et puis on repartait. Vous voyagez en ce temps-là ne manquait pas de charme. Quoi. Train, un bien grand mot. Enfin, ça rendait bien service. Après, les voitures sont arrivées, et puis bon, fini, quoi. Les rails ont disparu. Maintenant, c'est place aux voitures. C'est le progrès. Arrêtez. Dites-moi, monsieur Aimable, il va falloir qu'on y aille parce qu'il y a certaines dames qui sont pressées. Oui. Vous voulez pas nous dire encore quelques petits mots sur le monument aux morts? Ah, le monument aux morts, bien sûr. Bien sûr. On le doit à un célèbre
statutériste, là, comment... Statuaire. Voilà, enfin un sculpteur, quoi, vous savez, un sculpteur, qui a fait de chouettes choses, hein, il paraît, à Paris, dans le nord de l'Afrique aussi, je sais plus trop où. Et alors, c'est un certain Gaston d'Indra, bon, un nom comme ça. Dindra. Voilà, ouais, bon, ouais, à mon âge, hein, je finis par oublier les détails. Alors, tout ce que je me souviens, c'est qu'à l'époque, quand ce monument a été érigé, il n'a pas plu à tout le monde, hein, loin de là. On lui reprochait d'être anti-militariste. Pourquoi? Ben parce qu'il était pas trop pacifiste. Si vous regardez les monuments de la guerre, les monuments aux morts de France, eh ben, ils exaltent la revanche, le combat, etc. Ou alors, bon, la mort. Là, non, c'est tout à fait autre chose, messieurs, dames. On va aller le voir de plus près. C'est le recueillement d'un homme et d'une femme, un couple de paysans, de paysannes, sur la douleur de la perte de leur fils. Et voyez-vous, ça, il n'y en a qu'un en France. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Et il y a qu'ici. Les gens viennent de loin pour le photographier. Hein. Ah oui, tout à fait. Et alors, je vais vous montrer, mais à l'époque, il n'était pas marqué à nos morts. Il était marqué en dessous de la statue à ceux qui ne meurent pas. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis bon, il y a eu des pressions pour qu'on change cette phrase, et maintenant il est marqué à nos morts, plus classiquement. Bon, aujourd'hui tout le monde l'aime bien, il n'y a plus de... Ouais, il est très apprécié, et moi j'avoue que j'en suis assez fier. Mais qui voilà? Ave! Ah bah ça alors! Je vous présente Marcus Jallius Bassus. Ouais. Vous tombez bien? Si fait. Je suis un petit peu ému parce que... Attention, monsieur, dame, c'est pas n'importe qui que vous avez là. C'est un consul de Rome, n'est-ce pas? Ah, il n'y a que 2 consuls à Rome. J'ai donc eu l'honneur de représenter cette bonne ville de Joyeuse à Rome même. J'ai commandé Rome, j'ai apporté toute la nourriture, j'ai commandé les esclaves, tout. Vraiment, c'est un honneur qui est tombé sur ma modeste personne quand l'empereur Marc Aurèle m'a nommé consul. Ce fut un honneur immense. Et mon village d'origine s'enorgueillit d'ailleurs de cette ascension. Ouais. Mais vous n'avez pas été que consul. Non, j'ai été aussi propriétaire. Oui. Et gouverneur également, je crois. Oui, j'ai commandé des provinces que nous appelions à notre époque Pannonie supérieure et Pannonie inférieure. Je ne sais comment vous appelez cela à vos époques barbares. Je crois qu'il s'agit de la Hongrie et de la Roumanie actuelle. Probablement. Oui. Toujours est-il que j'ai été envoyé par Rome, la civilisatrice des nations, pour asservir ses peuples et agrandir le territoire de Rome. J'ai bien fait mon travail et Rome a été reconnaissante. Et vous êtes venu finir vos vieux jours sur le site de la Verune, donc non loin d'ici, dans votre belle villa. Ce fut une retraite méritée pour un homme qui a fait carrière dans la société romaine. Et surtout, je vous rappellerai, jeune homme, jeune fille, on ne sait trop, je vous rappellerai que je suis de mère gauloise et de père romain. Donc imaginez, je viens finir mes jours. Au lieu dit la Vérune, maison gallo-romaine du plus bel effet. Vous entrez par un petit portique à colonnettes. Vous entrez dans l'atrium, un petit péristyle couvert avec un impluvium qui reçoit l'eau de pluie. Vous traversez cette petite cour et vous allez dans un immense jardin garni de colonnes, garni de statues Zeus, Aphrodite, Mars, qui me regardent, moi, modeste romain que je suis. Faudra Non. que j'y passe un de ces 4. Mais nous vous y attendons, ma femme et moi-même. Quant à nos esclaves, ils feront leurs offices. Bon, eh bien écoutez, on va... Je poursuis. J'ai mon ami qui m'attend pour laver cette toge. Elle est sale au possible. Ah bon? Bon, Donc je vais la faire laver. À bientôt. à bientôt.
galerie intérieure des remparts de Joyeuse, il vous faut savoir 2 ou 3 choses. Sachez tout d'abord qu'il ne nous reste qu'un seul circuit, qu'une seule galerie interne. Mais il faut savoir qu'à l'époque médiévale, il y avait également un circuit extérieur et supérieur. Joyeuse n'était pas une cité de petite importance et pour cause. D'ailleurs, elle participa d'un mouvement commun dans le Vivarais en pleine guerre de 100 ans contre le mouvement des Tuchins et des routiers. Eh oui, si nous ne savons pas exactement de quand datent les premiers remparts, eh bien, nous savons de sources sûres qu'ils ont été rehaussés vers 1380, en pleine guerre de 100 ans donc. Pas tant contre l'anglais. Non, l'anglais n'est jamais venu par ici. Mais davantage donc contre ces soldats qui se retrouvaient sans solde par moments, faute de bataille, et qui donc allaient et venaient piller ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Et puis, toujours dans ces années 1380, contre le phénomène des Tuchins. Qu'est-ce que les Tuchins? Ce sont les paysans qui, fous furieux d'être sans arrêt sous la menace de ces soldats, justement, se sont regroupés, se sont mutinés et se sont réfugiés dans les bois, que dans la région, on appelle les Touches, d'où leur nom de Tuchins. Et donc, ici à Joyeuse, mais un petit peu partout, comme à Vinzac, Chassier, Taurier, bref, toutes ces villes qui forment elles-mêmes une gigantesque enceinte pour la ville de l'Argentière, ont fait rehausser leurs remparts. Alors, nous allons maintenant remonter le circuit intérieur. Alors, oui, Joyeuse est bien une cité médiévale, comme on dit. Mais le premier document officiel attestant de son existence est daté du tout début du XIIe siècle, 1111 exactement. Et dans ce document, justement, on trouve la mention du castrum de Joyeuse avec son église dédiée à Saint-Pierre. Castrum veut dire site fortifié. Donc nous savons qu'il y a déjà un bassin de vie à Joyeuse. Mais en ce qui concerne cette légende qui fait remonter la construction de la cité à Charlemagne, comme son nom l'indique... J'entends que l'on parle de moi. Vous êtes Charlemagne? Ma couronne. Voyons, gentes dames. Votre barbe fleurie? Encore une légende. Venez, venez! Approchez! Charlemagne n'a jamais porté de barbe. Il portait la moustache à la mode des Francs. Le nouveau franc. Vraiment, croyez-vous que j'ai pu perdre mon épée en combattant les Sarrasins? Alors que quand ceux-ci occupaient la région, je n'étais âgé que de 4 ans. Et cette autre histoire farfelue, je l'aurais perdu, soi-disant, pendant une partie de chasse dans les gras au-dessus de Joyeuse. Voyons, pour un empereur, on a dit que le roi d'Agobert mettait sa culotte à l'envers. Quant à moi, je ne serais qu'un empereur négligent, incapable de s'occuper de son épée, Joyeuse. Non, tout ceci est grotesque. Et je vais vous dire la vérité. Il est temps que l'on dise la vérité. D'abord, j'ai à vous dire qu'en tant qu'empereur du Saint-Empire romain germanique, j'ai souvent chevauché mon royaume. À tel point que l'on m'a nommé l'empereur errant. Pour me rendre en Espagne, j'empruntais la vallée du Rhône, puis la voie Elvienne, en passant par Nîmes, et de là l'Espagne.
cela ne me rendait pas le chemin plus long. Je venais me recueillir sur la tombe d'un lieutenant de mon aïeul Pépin le Bref à Rosières. Une stèle était à la place de l'église actuelle. Mais revenons à notre affaire, cette histoire d'épée. J'avais établi mon campement sur les bords de la Beaume. Quant à moi, j'occupais une motte castrale sur la colline du Pouget. C'était l'automne. La rivière était en crue. Mon cheval se cabra. Et à ce moment-là, je perdis tout mon pactage et ma fidèle épée joyeuse. J'étais désespéré. Le soir, j'envoyais mes soldats, les plus fidèles, chercher dans les flots. Au bout de quelque temps, un seul revenu et m'apporta ma fidèle joyeuse, toujours victorieuse, bénie par notre Saint-Père le Pape. J'étais tout en joie. Je pris l'épée, l'enfonça en terre, et dis, ici sera construit un château, et ta race se nommera Joyeuse, comme mon épée. Je le mariai à une fille d'un de mes nobliaux de noble sang. Voilà l'histoire de mon épée, la véritable histoire de mon épée joyeuse, bénie par notre Saint-Père le Pape. Bon. Moi, je croyais que c'était des histoires, tout ça. Faut toujours écouter les empereurs, gentes dames. On n'en croise pas toutes les 5 minutes, hein. Excusez-moi, vous en êtes bonne, vous. Enfin bon. Écoutez, nous allons prendre congé de vous parce que nous avons encore du chemin. Mais je vous en prie, J'ai quelques messire. dames très pressées. Passez, messire. Ben, personnellement, je fais du théâtre depuis pas mal d'années. Et je me suis plu à collaborer à cette aventure, cette année. Puissions espérer recommencer l'an prochain. Pourquoi cette tour s'appelle-t-elle la tour de la Recluse? Aujourd'hui, bien sûr, elle est inhabitée. Comment ça, inhabité? Bah... Qui êtes-vous? Une Sortez! vie est de peu d'importance. Je suis la Recluse. Et c'est là, au premier étage de cette tour, qui est mon domaine, que je vous parle. Mais sortez d'ici! Dites-moi donc, vous voulez savoir de quelle époque je suis? Par exemple, oui. Passer ces hommes soumis à un roi ou servant d'une république, voulant changer le monde par des idées, cherchant la gloire ou la liberté, courant après un dieu ou une épée. Ces hommes, guerroyant pour l'Empire et son empereur, ces hommes quittant leur foyer pour aller inculquer par la force leur foi et leurs idées à ces autres que l'on dit barbares, un peu plus au nord, un peu plus au sud, ou bien vers l'est. Marc Aurèle, Charlemagne, Napoléon. Et maintenant la Révolution? Vous n'allez peut-être pas nous faire croire non plus que vous avez vécu tous ces siècles. Tel le temps, je fus, je suis, et je demeurerai la Recluse. Vous y croyez, vous? Passez votre chemin. Allez voir ailleurs. Mais c'est ce qu'on va faire, oui. On va vous laisser tranquille parce que vous avez l'air de mauvais poil aujourd'hui. Vivre enfermé n'est pas un plaisir. Oh bah faut assumer quand même. C'est une sécurité. Oh, par définition, une recluse, c'est parce qu'elle l'a bien voulu. Peu vous importe et peu m'importe. Je
Restez-y. Allez, venez. Vous êtes au-dessus d'un immense réservoir d'eau. Oui, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais que jusqu'au milieu du 19e siècle, Joyeuse n'était pas alimentée en eau potable. Eh oui, c'est notre brave docteur Meunier qui a eu l'idée un jour de faire aménager un cours dévié pour l'eau du Fada. Mais elle rend pas follet, hein. Elle est super. Donc, à Joyeuse ont été faits des travaux pour faire dévier le canal et amener l'eau dans un immense réservoir d'eau qui se trouve donc sous vos pieds et pour ensuite pouvoir la convoyer, notamment à la fontaine de la place de la Paire, où je vous emmènerai. Or, il se trouve que réservoir d'eau ou citerne, en vieux catalan et aussi en occitan, se dit resclosa. Alors, je vous laisse libre, monsieur, dame, de croire qui vous voulez. Cette vieille folle. Ou moi. Vous pouvez croire aux deux, c'est pas interdit. Je suis la secrétaire de l'association La Recluse, qui est une association qui se trouve dans cette vieille rue de La Recluse. Et notre but, c'est justement d'essayer de faire partager la culture un peu plus avec le monde et puis surtout de faire revivre cette rue qui avant avait un passé prestigieux et qui maintenant est tombée dans le plus grand anonymat. Oh, le révolutionnaire et le charroi! Salut, citoyennes et citoyens! Je vais porter la bonne nouvelle à mes amis. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Eh bien, tout simplement que notre église a été réouverte. Parce que ce Robespierre et son culte de la raison, nous en avons eu raison. Vous êtes battus? Non, pas du tout, mais tous les bons moyens, nos arguments ont été très positifs. Nous avons eu gain de cause. Nous avons harcelé sans cesse tous les dignitaires de la cité. Et nous avons obtenu satisfaction. Notre église est réouverte et on ne nous a pas pris notre curé. Ah bon? Alors je vais de ce pas annoncer cette bonne nouvelle à mes consoeurs. Vous pouvez aller voir, tenez, l'église. Les cloches sonnent. Oui, bon, on y passera tout à l'heure, hein. Mais personnellement, je suis pas très pressée. Continuez bien votre visite. La voilà, la fameuse place de la Paire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Paire, à votre avis? Oh, allez, c'est pas bien compliqué, quand même. Il y a un village qui s'appelle comme ça, pas loin. La Paire, ça veut dire la pierre. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle pierre, non, monsieur, dame. Non. La Paire, c'est la mesure agraire. Locale, c'est celle qui permet de commercer. Et Dieu sait si Joyeuse était forte en la matière, oui. Parce qu'ici, il s'en est passé des choses, croyez-moi. Voyez, avec des joyeux enfants. Ce bâtiment, c'est l'hôtel public des soies. C'est là que l'on contrôlait qu'il n'y ait pas de fraude. Oui, d'ailleurs, il est d'accord, vous avez vu? Ouais. Et donc, je vais vous raconter maintenant l'histoire du sire d'Alamel de Bournay. Oh! Bonjour, citoyenne. Monsieur Boissel, vous vous promenez? Je médite. Vous méditez? Ah! Mais venez! Plutôt que de vous parler du sire d'Alamel de Bournay, puisque finalement, on s'en fiche, hein, il s'est fait couper la tête celui-là, alors pensez bien. Mais venez! Je vais vous présenter. Je vous suis, citoyenne. Je vous présente
un des plus illustres de nos joyeuxins. C'est Monsieur François Boissel. Je suis né précisément le 27 avril 1728, à côté du parvis de l'église. Vous étiez donc un bourgeois. Avouez-le, avouez-le. On peut le dire. Mon père était un notable, marchand, recteur de l'hospice de Joyeuse. Il était relativement aisé puisque nous étions 10 enfants, mais que nous avons bénéficié d'une éducation de grande qualité, nous permettant d'accéder à des postes d'élite. Mon frère Joseph a fait, comme moi, ses études au couvent des Oratoriens à Joyeuse, puis chez les Jésuites. Il s'est enrichi dans les îles. Il est aujourd'hui à Paris, inscrit à la loge maçonnique des 9 Sœurs, celle-là même où nous retrouvons Benjamin Franklin, Condorcet, Lalande, Voltaire. Et c'est lui, je crois, qui a légué à son unique héritière une monumentale bibliothèque. En effet, il lui laissa en 1785 une bibliothèque de 1 500 000 livres. La vache, de quoi faire rêver les bouquinistes, n'est-ce pas? Mais dites-moi, Monsieur Boissel, vous-même, vous avez bien réussi. Vous étiez avocat, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'une réussite sociale, citoyenne? J'ai effectivement exercé les fonctions d'avocat au Parlement de Paris. Puis, je suis parti pour Saint-Domingue, où je suis devenu procureur. On peut dire que j'avais assez bien réussi puisque je gagnais à l'époque 40 000 livres par an. J'ai cru comprendre que votre goût pour la contestation et surtout, votre penchant pour la défense de la veuve et de l'orphelin vous ont valu quelque inimitié. J'ai toujours défendu de justes causes, citoyenne. Mais c'est vrai, je me suis lassé de la médiocrité d'esprit de certains notables. Et je suis retourné à Paris en 1776, où je me suis consacré à l'écriture de différents ouvrages politiques et philosophiques. J'ai publié notamment, en 1786, le Discours contre les servitudes publiques, dans lequel je donne mes idées sur l'homme et sa place dans la société. Et c'est en 1789, je crois, que vous publiez votre ouvrage majeur, Le catéchisme du genre humain. Mon livre est sorti en janvier 1789. Bien avant la prise de la Bastille, donc. Exact. Dans celui-ci, je dénonce les 3 maux de la société qui sont, selon moi, les 3 fléaux de l'humanité. Et quels sont-ils? La propriété, qui est cause de tous les malheurs de l'homme. L'homme est né pour travailler au bonheur de ses semblables, et non s'approprier la terre, notre bien commun à tous. L'institution du mariage, qui avilit l'homme comme la femme, en l'enchaînant par des contraintes imposées. La femme doit pouvoir vivre et rester aussi indépendante que l'homme. Enfin, la religion, le 3e grand fléau de l'humanité. Ce sont les églises qui, sous prétexte de libération, enchaînent les âmes, dans la peur du diable et le rêve d'un paradis. Et dans ce cas, quelle serait votre définition de la politique? La politique, c'est l'art de suppléer la faiblesse du corps par la force de l'esprit. C'est joliment dit. Et la loi, quant à elle, n'a pas d'autre fonction que d'assurer le maintien des droits de l'homme social. Et non de réprimer les abus. Dites-moi, Monsieur Boissel, comment se fait-il que vous-même, archiviste au Club des Jacobins, ami de Saint-Just et de Robespierre, vous qui avez écrit tant de belles choses, comment se fait-il que vous ne soyez pas plus connu aujourd'hui? Cela m'indiffère complètement, citoyenne. Ce n'est pas ma personne qui compte, mais les idées que j'ai véhiculées. Et je vois bien aujourd'hui que ces idées gagnent du terrain. Oui. Enfin, je crois qu'il y a encore fort à faire, mais... Écoutez, nous allons tâcher de méditer vos pensées et nous allons poursuivre notre chemin.
vous dire quelques mots au sujet du ruisseau du Bourdari qui coule ici. Alors, d'abord, je vous précise que ce petit pont-là vous permet ensuite d'emprunter le chemin de Jamel, qui vous permet d'accéder à la fameuse villa gallo-romaine. Vous savez, Marcus Gellus Bassus, que nous avons croisé tout à l'heure. Eh bien, il habitait à une bonne vingtaine de kilomètres au sud. Le ruisseau du Bourdari. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce que tous les jours, les femmes descendaient avec leur seau pour aller chercher leur eau dans la rivière de la Baume, alors qu'elles avaient un joli petit ruisseau ici? Eh bien, parce que nous allons maintenant pénétrer dans le quartier des artisans tanneurs. Et donc, ils utilisaient le petit ruisseau pour évacuer tous les déchets, des peaux d'animaux raclés. Je vous précise que les tanneurs, ce sont ceux qui travaillent les peaux de bêtes pour faire du cuir. Oui? C'est bon, vous me suivez? Bon, donc vous pensez bien qu'avec tous les viscères, et je vous passe les détails, l'eau était rendue inutilisable pour laver le linge ou pour la boire. Alors, venez, je vais vous montrer maintenant ce quartier. Alors venez, nous allons remonter un autre goulajou que celui des endettés que nous avons emprunté tout à l'heure. Et je vais vous parler maintenant d'une histoire fabuleuse. Vous avez l'hôtel particulier du premier maire de la ville de Joyeuse, Monsieur Dussargues de Plonzol. Et ici, vous avez la boulangerie du Père Chabert. Le papa du futur colonel. Je vois madame sourire, ça lui rappelle des souvenirs. Oui. Vous pensez bien, petit Chabert, Un petit boulanger. fils de boulanger, il était tout naturellement promis à une carrière de Le boulanger. petit pet. Que s'est-il passé ici? À l'issue du 3e camp de Jalès, camp de résistance monarchiste sous la Révolution, en 1792, les résistants ont été capturés par les troupes de la garnison pas royale pour le coup, mais républicaine, excusez-moi. Et des partisans de ces camps devaient être convoyés vers les prisons de Villeneuve-de-Berg. Et pour ce faire escale aux prisons du château de Joyeuse. Alors qu'ils étaient très solidement encadrés par des soldats, et alors qu'ils gravissaient les marches menant à la petite placette Saint-Georges, ils ont été littéralement assassinés. Suite à un mouvement de foule incontrôlable, raconte-t-on, et surtout sous les yeux impassibles, c'est tout de moins ce qu'on raconte, sous les yeux impassibles du sire Boissy d'Anglas. Vous en avez peut-être entendu parler, président à la Convention Générale quand même. Et donc,
Boissette. Non, ça n'est pas Monsieur Boissette. Monsieur Chabert. Lui-même, oui. Monsieur le colonel. Baron Chabert. Mais je viens de quitter Madame la Comtesse qui s'étonne de tout ce bruit. À qui est-ce que... Je fais part à tous ces gens, tous ces braves gens, de l'histoire de notre beau pays. Fort bien, fort bien, fort bien. Et comment va-t-elle Oh, très bien, elle me fait guère ses 247 ans. J'imagine. Ainsi donc vous visitez Joyeuse. Oui, et donc vous tombez à point nommé, parce que je venais de présenter la boulangerie de votre papa. Tout à fait. Fils de boulanger, je fus placé très jeune en domesticité chez les de Montravel. Et d'ailleurs, je me souviens, en 1792, 8 jours avant la bataille de Valmy, je suis venu présenter mes adieux à Madame la Comtesse, et celle-ci me répondit « Mon jeune ami, revenez me voir quand vous serez général. » Je n'eus point l'outrecuidance de la tromper, et lorsqu'en 1809, elle m'écrivit, une lettre charmante pour m'inviter à lui rendre visite, dans son magnifique hôtel, je lui répondis « Madame la Comtesse, je ne suis point encore général. » Je n'étais alors que colonel. Et j'attendis l'année suivante, 1810, pour lui rendre cette visite, très générale, des mains même de l'empereur. Dites-moi, monsieur Chabert, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce qu'on ne vous a jamais reproché le fait d'avoir été républicain sous le Directoire, puis général bonapartiste sous l'Empire, et enfin baron monarchiste sous la Restauration? Mademoiselle, mademoiselle, gardez-vous de ces jugements faciles qui reposent sur des constats fragiles. Mesdames et messieurs, pour bien pouvoir juger, il faut bien savoir interpréter. Devant l'intransigeance d'un pouvoir monarchique poussiéreux, opposé aux aspirations du peuple, nous, peuple de France, avons fait la Révolution. Et lorsque votre nation est assiégée de toutes parts par tant de puissances étrangères, comment ne pas vous enrôler dans les armées de la patrie en danger? Et alors que ce pauvre Directoire dilapidait la France et déshonorait l'histoire, un brillant général nous est venu, et avec lui, un cortège de victoires. Au bout du compte, l'ordre et la paix furent restaurés. Peut-on nous reprocher d'avoir cru, suivi et servi cet homme? Je vous le demande. Oui, ça fait quand même beaucoup de sang versé. Mais, mademoiselle, à qui la faute? À qui la faute, messieurs, dames? À la perfide Albion, cette Angleterre réactionnaire, qui n'a jamais voulu de la Révolution, qui a toujours suscité contre nous toutes les coalitions. Jamais elle n'a voulu appliquer la paix d'Amiens. Je vous le dis, mademoiselle, ce n'est pas la France qui a semé la guerre, c'est la guerre qui a harcelé la France. Et alors, il a bien fallu se défendre. Oui, nous nous sommes défendus et nous avons semé hors de nos frontières la gloire, le code et l'esprit de nos institutions. C'est pour cela que nous marchions, c'est pour cela que nous mourions. Et avec Bonaparte, la victoire volée comme un porte-drapeau. Avec lui, un nouveau Charlemagne nous était venu. Une Europe se construisait. Que dit ce Charlemagne? Charles Martel, créant une nouvelle alliance entre l'ancien et le nouveau monde, la monarchie et la révolution. Et je vous l'avoue, je suis allé de Bonaparte à Napoléon. Car voyez-vous, mademoiselle, le peuple a besoin de gloire et de légende autant que de pain et d'eau. Et si vous aviez vu ces milliers de paysans, de paysannes, de villageois, villageoises attendre pendant des heures le long des routes pour voir passer le carrosse de l'empereur et qui ne voyaient passer que l'ombre de ses chevaux. Et Waterloo, vous y étiez? Waterloo, vous dites? Non, je n'étais pas à Waterloo. Messieurs, dames, il faut comprendre, je suis un soldat au service de la nation et non de son gouvernement. Sous la Restauration, Louis XVIII m'avait confié un commandement militaire dans l'est de la France. Et pour parler franc, la France exsangue n'aspirait plus qu'à l'ordre et à la paix. Par leur retour, les Bourbons nous apportaient l'un et l'autre. Et dans notre esprit, ce retour à la monarchie ne revenait pas sur les acquis de la Révolution, mais allait s'accommoder d'un régime de monarchie parlementaire. Oui. Et puis comme ça, exit le père Napoléon. Mademoiselle, on ne refait pas l'histoire. Je n'ai jamais regretté mon engagement aux côtés de l'empereur, qui était bien plus qu'un génie militaire, un grand réformateur.
Chateaubriand lui-même, qu'on ne peut pas taxer d'être bonapartiste, écrivit de lui: jamais souffle plus puissant n'eût animé l'argile humaine. Et nous sommes nombreux à avoir vu en lui, à travers son action, l'expression, la manifestation du doigt de Dieu. Non! N'écoutez pas cet impie, ce traître, Anguille! Monsieur le cardinal de Joyeuse, retournez dans votre XVIIe siècle, nous n'appartenons pas au même monde. Certes non! Mesdames et messieurs, je ne souhaite point débattre avec monsieur le cardinal. Heureusement! Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Certes non! On n'a pas payé ma charge, moi. Moi non plus! Mon père était boulanger, je suis général. Mon fils sera avocat. La noblesse d'empire est celle du mérite. Je vous salue, monsieur le cardinal. Et quel mérite! Au revoir! Monsieur le cardinal, Jeune homme, faut pas vous mettre dans tous ces états. Puis qu'est-ce que vous nous faites là, enfin? mais Vous perdez la raison? quand nous étions tout pétiaux, mon frère Anné et moi-même faisons cela au château. Et comprenez la tentation. Voilà. Il n'y a pas de Oui, mal à cela. bon. Nous parlions donc du cheminement un petit peu tortueux du père Chabert, mais vous-même, vous avez évolué pour le moins. Évoluer. Que voulez-vous dire par là? Évoluer? Frère du duc Anné de Joyeuse, vous avez habilement profité du contexte des guerres de religion, si je ne m'abuse. Profiter dans quel sens? Eh bien, ma foi, vous avez gravi littéralement les échelons Ah oui, non mais... de l'Église. Je n'ai fait que servir l'Église, notre sainte mère l'Église. C'était ma vocation tout pétiot déjà. Très rapidement, je suis rentré dans les ordres. J'avais la foi, que voulez-vous. J'ai été nommé archevêque à Narbonne. Et puis, cardinal de Joyeuse. À 21 ans, s'il vous plaît. C'est jeune, je vous l'accorde. Le mérite n'attend pas les années, jeune homme. Et puis, de toute façon, l'ascension sociale dont vous parlez, c'est le fruit d'une vocation. Très jeune, j'ai été appelé par Dieu lui-même, fort probablement, à entrer dans les ordres. L'ascension a suivi. Archevêque à Narbonne, nommé cardinal dans ma bonne ville de Joyeuse, à 21 ans, il est vrai. Mais je ne vois pas où est la main mise dans l'église. J'ai servi l'ordre, c'est tout. Oui, enfin, ça vous a pas empêché de faire massacrer quelques protestants. Nous y voilà. Non, nous sommes dans une période de guerre de religion. On se bat d'un côté, de l'autre. Quel mal y a-t-il? Quelques parpaillots égorgés. Et puis, notre famille, et mon frère Anné lui-même, nous nous sommes battus contre les protestants. Mais il y a bien un moment où il faut savoir s'arrêter, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, la paix! La paix! Grâce à Henri de Navarre, le parpaillot, qui, Dieu merci, a reçu la révélation divine et s'est converti à la vraie foi catholique. Remarquez, c'est comme ça qu'il est devenu roi, sinon il ne serait jamais arrivé. Mais bon, c'est ce qu'on appelle le sens politique de la diplomatie. Il n'y a pas de secret, c'est le seul moyen. Et par notre entremise auprès du Saint-Siège, la paix, jeune homme, la paix religieuse, c'est moi. L'édit de Nantes, c'est moi. sans blague. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Mais que croyez-vous? Qui était au Vatican? Qui se battait avec le pape pour obtenir le pardon d'Henri IV? Qui, avec diplomatie, louvoiement, politique en somme, obtient ce qu'il faut pour la paix?
Je me souviens pas bien, j'étais petit à cette époque. Oui, c'est ça. Mais bon. Donc, si je résume, la paix rétablie dans le royaume de France, c'est vous. La tolérance religieuse, c'est moi. Bah voyons. Si vous voulez construire une nation, il faut absolument la paix. La paix religieuse, c'est la paix civile. La paix civile, c'est la prospérité. Ça, je veux bien vous croire. Ça vous a bien réussi, hein. Bon, allez. Et ma foi, je vous souhaite bien le bonsoir, monsieur le cardinal. Son éminence. Pardon, Jeune homme. son éminence. Allez en paix. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans cette aventure? C'est une grande foi, c'est une grande conviction. L'aventure de Lady de Nantes, mon fils. La grâce divine, voyons. Je ne vois que cette voie-là. Voyons, jeune homme. Mes respects. Mais quelle est donc ce vainqueur, ici? On peut plus faire sa sieste tranquille. Quelle est donc cet attroupement? Qui êtes-vous? C'est monsieur le duc. Qui vous a laissé passer? Où sont les gardes? Mais, monsieur le duc, vous énervez donc pas tant, il n'y a plus de garde. Comment ça, il n'y a plus de gardes? Ben non, on est au 21e siècle. Oh, madre, c'est vrai. Fichue époque. Oh, quittez cette triste mine. Descendez donc nos retraites pour nous parler de la cour du roi de France. Parlez de la cour. Jamais. Je savais que ça le ferait descendre. C'est parler aux hommes. Moi. Ah. Excusez-moi, il est toujours difficile de se réveiller dans votre époque. Vous auriez quand même pu finir de vous donner. Oui. Vous n'êtes pas présentable. Alors, vous venez visiter ce qui reste. Eh ben oui. Je disais donc assez. J'allais, vous m'avez interrompu. J'allais donc dire à tous ces gens que ce château était autrefois une demeure digne d'un prince. Mais je suis prince, grand amiral de France, beau-frère du roi, duc. Mais ce château n'était qu'une résidence secondaire. Pour moi, je vivais à Paris, à la cour du roi. Et voyez ce qu'il en reste, madre. Bien triste époque. Des sauvages filles que mes parpaillots ont réduit mes appartements. En ce qu'il en reste, une halle. Maintenant, quand je reviens sur mes terres, je me vois obligé de dormir dans les communs du château. Là où il y avait mes domestiques. Parce qu'autrefois, ici, il y avait des jardins à l'italienne. Une armée de domestiques entretenait de magnifiques rosiers. Et puis là, j'avais mes appartements. J'avais un escalier de marbre, superbe, avec une cheminée magistrale dans la grande salle d'apparat. Mais tout cela est fini. Pendant cette époque que, fort heureusement, je n'ai pas connue. Pendant 3 jours, 3 nuits, ils ont fait un immense bûcher, là, sur la place de la Brèche. Toute la bibliothèque du château y est passée, les meubles et tout. Ils ont pillé. Oh, quelle époque. Oui, enfin, vous-même, vous avez non pas pillé, mais outrageusement participé aux guerres des religions. Mais je n'ai fait que défendre l'unité du royaume de France. Peut-on me le reprocher? Oh non, mais enfin bon, vous étonnez pas derrière... J'étais au service du roi. J'étais son bras droit. Parlons-en des relations que vous entreteniez avec le roi de France, justement.
comment expliquez-vous votre ascension vertigineuse? Henri III était un bon roi, et j'étais son fidèle serviteur. Nous avions des relations très fréquentes. J'étais en quelque sorte son garde du corps, voyez-vous. Nous étions, comment dites-vous dans votre époque, chemisette, jaquette et postérieure, là, comment vous dites? Bon, enfin, vous étiez cul et chemise. Voilà, quoi. c'est ça. Cul et chemise, oui. Oh, que c'est rigolo, oui, comme expression. Tout à fait. Nous étions comme cela, très attachés l'un à l'autre, au service du royaume de France. Oui, ça vous a pas empêché de finir tragiquement, hein? Je me suis battu à la bataille de Coutras contre Henri de Navarre, le futur Henri IV. Et j'ai été assassiné, messieurs, dames. Par derrière, moi. Duc, grand amiral de France, assassiné par derrière. Oh mon Dieu, quelle affaire. Je ne m'en suis pas remis. Oh bah, je vais vous croire. Assassiné, moi, grand amiral de France, par derrière. Nous sommes dans une association, La Recluse, qui a pour but de faire revivre le vieux quartier de Joyeuse. Et donc, nous nous sommes associés à la CCPJ dans cette aventure, comme vous dites. Je vous présente Henriette Catherine de Joyeuse, duchesse de Guise et de Lorraine. Bonsoir, gentes dames et gentilshommes et gentes damoiselles. Notre brave duchesse, elle est à l'origine de ce bâtiment que vous voyez là. C'est le couvent des oratoriens. En effet, vous découvrez le beau bâtiment des oratoriens que j'ai fait construire pour y installer la congrégation des oratoriens, qui avait pour mission de parfaire l'éducation de nos enfants et d'assurer le service divin des joyeusains. D'ailleurs, à cette occasion, j'ai obtenu une bulle de sa sainteté le pape Paul V. Amen. Qui autorisait le détachement de Joyeuse en communes, en paroisses distinctes de celle de Rosières. Et c'était un acte très important pour l'époque. J'ai bravé l'autorité religieuse de l'époque pour cela. Car vous savez, j'ai toujours porté dans mon cœur la belle cité de Charlemagne. Et je suis certainement celle de ma famille qui a le plus longtemps résidé au château. Parlons-en de votre famille, justement. Je voudrais vous poser une petite question. Dieu. Vous voyez cette porte monumentale qui s'appelle la porte Sainte-Anne? Tout à fait. C'est en hommage à votre oncle? Non. Ah, Seigneur Dieu. Il n'avait vraiment rien d'un saint, cette âne-là. Non, non, du tout. En réalité, vous êtes dans le quartier des menuisiers et des charpentiers. Et Sainte-Anne était la patronne de ces corporations. Dites-moi, parlons un petit peu du couvent, parce que c'est votre œuvre majeure Absolument. sur la cité. Alors, dans cette petite ruelle, on pouvait accéder par cette porte qui était la porte principale du couvent. Oui, oui, oui. C'était bien la porte du couvent. Elle était petite, mais il convient que ce soit modeste pour une porte de couvent. Mais comme vous y allez, quand vous parlez de la ruelle, il ne s'agissait pas d'une ruelle. Il s'agissait de la rue principale de Joyeuse, qui allait d'Aubenas à Alès. Et croyez-moi, elle était animée. Il y avait beaucoup de passages. Il y avait des charrettes, des carrioles, des carrosses, le mien en particulier. Et puis, il y avait des cavaliers qui portaient le courrier aux notables de la ville. D'ailleurs, regardez, je vais vous faire découvrir quelque chose. Là, creusez dans la pierre. Eh, venez. Venez voir. Enfin, elle mord pas. Vous voyez une fente? Eh bien, c'est une boîte aux lettres de mon époque. À hauteur des chevaux. Oui, parce que le cavalier était juché sur son cheval et pouvait ainsi déposer les missives. C'était la hauteur idéale. Et il avait des feux rouges. Oh, parlez pas d'horreur. Très sérieusement, Madame la Duchesse, que pensez-vous de notre joyeuse actuelle? Il y a du bon, il y a du moins bon, enfin de l'équivalent avec mon époque. Et puis, alors il y a du carrément mauvais. Hein. Enfin, fort heureusement,
vous avez su à peu près conserver la chapelle ducale, enfin ce que vous appelez l'église Saint-Pierre maintenant. Et pour le moins bon? Eh bien, le moins bon, l'équivalent à mon époque, je vous rappelle 1600-1630 environ, eh bien, il y avait beaucoup de charrois, comme je vous l'expliquais dans cette rue, ce qui n'était pas très commode et du goût de tout le monde. Et ce charroi empêchait, obstruait l'accès aux tavernes et aux échoppes, qui étaient nombreuses. Et ça provoquait beaucoup de courroux des uns et des autres. Et puis, il y avait des animaux qui couraient dans la rue, des porcs notamment, qui laissaient quelques excréments fort nauséabonds. Et puis, de temps en temps, ils croquaient les mollets des enfants. Oui, nous avons eu des plaintes à ce sujet. Bref, passons. Racontez-nous le bon. Ah, le bon. Eh bien, voyez-vous, à mon époque, toujours, je vivais dans un certain luxe. J'avais de beaux atouts, et puis je déjeunais, dînais dans de la vaisselle richement décorée. J'avais des serviteurs qu'il me fallait à l'occasion sermonner, voire bastonner, tellement ils étaient paresseux. Mais je n'avais pas ce que vous appelez le confort, car j'ai remarqué que le plus modeste des joyeuxins dispose de choses que je n'avais point. Par exemple, il a de l'eau chaude qui arrive toute seule dans son bain. Et puis, il y a cette lumière magique que vous enclenchez sous vos doigts. C'est l'électricité. Ah, quel beau mot. Électricité. Magnifique. Ah. Et puis enfin, j'ai remarqué que l'hiver, dans vos petites masures, il y fait chaud à souhait. Alors que moi, il faut dire que j'avais quelquefois un peu froid dans mon grand château. Oh bah, faut assumer, hein. On peut pas tout avoir. Je ne sais pas. En tous les cas, il faut bien admettre que vous êtes devenus, à votre façon, des ducs et des duchesses. Vous y allez un peu vite, mais Si, l'idée n'est pas pour me déplaire. Si fait, j'ai remarqué. Écoutez, Madame la Duchesse, notre visite arrive à son terme et Quel dommage. je me demandais, est-ce que vous me feriez la grâce de m'accompagner avec tous ces gens pour aller boire un dernier petit coup? Qu'est-ce? On va se désoiffer le gosier, quoi. Ah, un breuvage, vous voulez dire? Oui, c'est la même chose. Eh bien, soit. Allez, vous serez madame de compagnie. Si fait. Magnifique. Étant une ancienne joyeuse, puisque je suis une joyeuse, je trouve ça magnifique. Ça fait reconnaître le pays pour ceux qui ne le savent pas. Et même à nous, parce qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas. Bien, c'est magnifique. On s'est bien régalé. Bah écoutez, je suis enthousiasmée par la balade, par la visite de ces vieux quartiers et puis par les commentaires que nous avons eus par notre guide qui étaient super. Beaucoup de naturel, beaucoup d'impressions fugitives mais fortes. Je connaissais Joyeuse, je le redécouvre. Je dirais que Joyeuse a toujours été un emblème et je suis heureuse que d'autres prennent le flambeau et nous apportent un nouveau regard. Quand même, bon, on a des personnages qui gagnent en profondeur, donc c'est l'avantage, mais qui risquent de perdre à terme en fantaisie, en saveur, parce que si chaque année on reprend les mêmes personnages, d'abord le public se lassera. On est quand même dans une génération, une société de zapping et de consommation, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis ça peut être intéressant de faire découvrir d'autres personnages, de mettre en scène d'autres épisodes de la vie à Joyeuse.